Bonjour Michel Cotta. Bonjour. S'il y a quelqu'un qui connaît bien la vie politique française, c'est vous, Michel Cotta, depuis tant d'années. Mais Ma Cinquième République, c'est le titre de votre dernier livre, collection bouquin. Alors là, pour le coup, la Cinquième République, elle est ballottée dans quelque chose qu'on pourrait dire quoi? Une crise, quelque chose qu'on n'a jamais vu. L'ouverture à cette perspective d'élection législative anticipée avec la recomposition politique à laquelle on est en train d'assister, sur laquelle on va revenir. C'est du jamais vu, Michel Cotta. Ah, ça, c'est du jamais vu. Il y a eu beaucoup de crises sous la cinquième. Il y a eu la crise en 62 autour du vote négatif du Parlement. Il y a eu une crise en 68. Il y a eu beaucoup de crises. Il y a eu, avec François Mitterrand, la crise de 89. Enfin, c'est vraiment, il y a eu vraiment un maximum de crises. Mais là, vraiment, ça met en cause, c'est la première crise qui met en cause la Cinquième République, les prérogatives de son président et la réalité, finalement, des forces politiques de France. Ça fait longtemps, quand même, qu'on voit arriver ce Front National. Je vous rappelle que quand Jacques Chirac a été élu pour la deuxième fois, en battant Lionel Jospin, je vous rappelle que le Front National était arrivé en numéro 2. Il y a quand même très longtemps. Oui. C'était en 2002, vous voyez. Donc, qu'est-ce que vous voulez, 20 ans plus tard, il est sûr que le Front National a engrangé des mécontentements, parce que des mécontentements, il y en a toujours, sur un fond quand même très réel d'insécurité. Insécurité, immigration, c'est quoi les thèmes finalement qui expliquent ce résultat, cette situation? Insécurité, sûrement, même si généralement on la place en deuxième en disant le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, même si la France est endettée, et justement parce qu'elle l'est, le pouvoir d'achat n'a pas tellement diminué. Il est inégal suivant les régions françaises, suivant qu'on est ou en ville ou à la campagne ou dans un village perdu, ça c'est sûr, mais enfin, il n'a pas globalement diminué. Donc c'est surtout, à mon avis, la sécurité qui devient maintenant la préoccupation numéro 1 des Français, même s'ils ne le disent pas. C'est l'échec du président de la République, d'Emmanuel Macron. On peut dire que c'est l'échec de tous les... Je crois qu'il y a une grosse responsabilité de la gauche dans les années précédentes, c'est-à-dire, moi je me rappelle quand Jean-Pierre Chevènement plaidait pour une sécurité renforcée, l'ensemble du Parti socialiste trouvait qu'il était vraiment qu'il était un homme de droite, alors qu'il disait attention, ce sont les plus pauvres qui sont les plus touchés par cette immigration et par ces désordres, etc. Bon, la gauche a quand même évacué le problème de la sécurité de ses réflexions. Et ça, c'est quand même embêtant. Oui. C'est quand même, elle est tout à fait responsable du fait que, après tout, les classes populaires se sont déplacées, les classes citoyennes se sont quand même en partie déplacées sur le Front National ou le Rassemblement National. Quant à la droite républicaine, finalement, ça fait quand même des années qu'elle cherche son identité, qu'on ne la voit pas bien. Alors là, Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui est prêt à un accord avec le Rassemblement National et qui fait exploser, en fait, son parti, pour ainsi dire. D'abord, il annonce, donc il vient d'annoncer sa volonté de faire un accord avec le Front National, avec le Rassemblement National. Il dit qu'il a vu, effectivement, Marine Le Pen ce matin ou hier soir. Mais enfin, il a pris la décision tout seul. Ce qui, dans le cadre, il est quand même président d'un parti. C'est vrai qu'il a été élu, non pas par ses pairs, mais par les militants des Républicains. Enfin, généralement, quand on prend une décision de ce genre, on prévient le bureau politique, le comité politique, je ne sais pas, mais on les réunit, on leur dit. Donc c'est la première fois quand même, moi, que je vois un leader républicain prendre seul une décision de ce genre. C'est-à-dire que ça va conduire à l'éclatement des Républicains. On voit bien que là, certains disent on ne le reconnaît plus comme notre président. Donc en fait, la ligne barrière, on va dire le mur républicain se fissure. Le mur républicain, il s'est fissuré en réalité depuis longtemps. On sait bien que pendant des années, il y a eu une ligne rouge, les Républicains votaient contre le Front National. Et puis, on a vu des élus de droite, progressivement, de diverses droites, voter de temps en temps avec le Front National ou le Mouvement National. On a vu qu'en plus, il est vrai que
la presse peut-être en est aussi responsable que les politiques. On a vu que Marine Le Pen se dédiabolisait. Elle a réussi sa dédiabolisation. Et Jordan Bardella Et est la voilà, carte un Jordan leader jeune. Bardella a été réussie. Voilà. Au fond, le vainqueur de ce scrutin, c'est Bardella. Oui. Marine Le Pen seule n'y serait sûrement pas arrivée, mais le vainqueur, c'est effectivement un jeune homme de 25 ans, capable d'affronter des adversaires et qui s'est battu effectivement comme un lion, mais sur quand même une peur générale des Français. C'est vrai que Paris n'est plus ce qu'il était. C'est vrai que tous les jours, on nous dit que quelqu'un a été assassiné, tabassé. Bon, c'est à la sortie de l'école, on entend l'école. Souvent, on dit par des OQTF, des obligations de quitter le Par territoire des qui n'étaient pas OQTF exécutées. ou par des prénoms tout à fait. Les prénoms tchétchènes, je ne les connais pas, mais je veux dire, par des gens qui effectivement sont ou des immigrés, ou des immigrants, ou des gens qui sont nés sur le sol français, mais fils d'immigrants. On sait bien que la nouvelle génération d'immigrés reste sur un refus, un espèce de refus de l'adhésion à la France, quoi. Et que cette génération est très dure aussi. Donc je ne veux pas dire que... ce que je veux dire, c'est que tout ça s'est conjugué. Il y avait au fond une crise de la gauche qu'on voit venir, parce que c'est très bien qu'ils aient signé un accord. C'est fini un accord qui s'appelle le Front Populaire. Alors après s'être déchiré pendant toute la campagne avec ils sont déchirés, Raphaël Glucksmann qui avait fait un bon score et qui aujourd'hui est balayé. Ça, c'est un accord. On peut comprendre un accord électoral, mais en tout cas, il faut que ce soit un accord. C'est-à-dire qu'il faut que ça porte sur quelques points qu'ils aient en commun. Et pour le moment, quand par exemple Raphaël Glucksmann dit que la priorité est au soutien à la Russie et au soutien à l'Ukraine, on sait très bien qu'une partie des amis de Jean-Luc Mélenchon ne partagent pas cet avis. On le sait, on le voit d'ailleurs. Soutien à l'Ukraine. On voit très bien qu'une partie ne partage pas cet avis. Et chez Marine Le Pen et chez Jean-Luc Mélenchon. Oui. En fait, on voit bien, il y a deux blocs extrêmes. Et au milieu, des gens qui tentent de s'en sortir, qui soient les macronistes, qui essayent de s'en sortir, les républicains qui ne voudraient pas s'allier au Front National. Tout ça fait... moi, je crains que tout ça se termine par un tiers de députés Front National, un tiers du centre et un tiers de la gauche. Donc encore une France ingouvernable. Et dans ce cas-là, la France est ingouvernable, en effet. Oui, avec un président qui sera Emmanuel Macron... qui va devoir choisir un Premier ministre et gouverner. Oui, c'est justement, je trouve que... au fond, on assiste à une clarification, au fond, maintenant, on voit bien, une clarification extrême-gauche, extrême-droite. Mais cette clarification peut être de nature à détruire la Ve République, parce que je ne vois pas comment on dirige, comment on est président dans ces conditions. C'est un tiers, et rien à faire. Oui, donc là, ça serait une crise majeure. Peut-être que Emmanuel Macron serait contraint de démissionner. Démissionner, oui, enfin, je ne sais pas. Là, il est président, de toute façon, il ne peut plus dissoudre. Alors, donc, on peut dissoudre une fois, on ne peut pas dissoudre deux fois dans l'année. Donc, il a effectivement la solution ou de trouver un accord entre une partie de la gauche et le parti. Bon, in fine, à l'Assemblée, une fois que l'Assemblée sera réunie. Mais rien ne le dit. Oui, et même dans ce cas, que pourra-t-il faire pour finir son mandat avec une majorité hétéroclite bricolé? Il peut tomber. De toute façon, elle l'est déjà. Il a déjà une majorité relative. Ça prouve, soit dit en passant, que la Ve République ne marche pas avec une majorité relative. Parce que c'est ça qui s'est passé, au fond. Elle a marché avec une majorité de gauche en 81. Elle a marché avec une majorité autour des Républicains de Jacques Chirac. Mais elle n'a pas marché quand il y a donc, on voit déjà qu'une majorité relative met le Parlement et la Ve République en péril. Oui, alors là, imaginons que le Rassemblement national, sur sa lancée de sa victoire aux élections européennes, est une majorité. Est-ce que le Rassemblement national est prêt à gouverner ?
Ça, il le dit. Maintenant, on n'a jamais vu des candidats à quoi que ce soit dire non, on n'est pas prêt. Hein. Ça, ils le disent. Et effectivement, depuis le temps qu'on voit se dessiner leur montée, il y a sans doute des hauts fonctionnaires, des hommes politiques et tout ça qui ont eu le temps de le rejoindre. Mais sûrement. il faut une majorité élargie. À eux seuls, peut-être, ça ne suffira pas. Pour ça il faut l'apport de républicains ou d'autres personnalités. C'est peut-être ça qui se passera. Moyennant quoi, les républicains, dans ce cas, pour la première fois de leur histoire, seraient quand même absorbés quelque part par le Rassemblement national. Ils seraient absorbés. Avant, il y avait un petit Front national et un nombre de républicains importants, avec un parti républicain important. Si c'est vraiment le contraire, ils apparaissent comme un appendice. Oui. Du Rassemblement Mais national. lorsque Gérard Darmanin dit, Alors, en propos de cet accord, Éric Ciotti, Parti des Républicains, avec le Rassemblement national, c'est la signature d'un nouvel accord de Munich. C'est ça, Oui. dit Gérald Darmanin. Est-ce que c'est ça? On s'y attendait quand même. Bon, ça fait aussi des mois qu'on voit bien que les Républicains sont divisés. On ne peut pas être à la fois contre Macron, refuser toute ouverture, toute proposition d'entrer dans un gouvernement, fût-ce après des négociations, à la rigueur. Bon, c'est vrai que les Républicains ont quand même cultivé, ont quand même creusé un peu leur tombe. C'est-à-dire qu'ils auraient pu... ils ont 61, je pense 61 députés. Hein. Ils auraient pu essayer de se rapprocher, de faire évoluer la position de Macron au lieu de s'ancrer dans une opposition systématique. Et l'opposition systématique, évidemment, en a amené certains à rejoindre le Rassemblement national. Oui. Et de l'autre côté, donc revenons sur cette alliance à gauche, après les insoumis qui ont hystérisé le débat, on va le dire, à l'Assemblée nationale, notamment après les polémiques autour du Hamas, de la Palestine, est-ce qu'aujourd'hui, c'est crédible de refaire une sorte de NUPES ? Non, c'est pour ça qu'il s'appellera le Front populaire et qu'ils ont raison de le débaptiser autrement. Le vrai problème, c'est le rôle de Jean-Luc Mélenchon là-dedans. Donc on voit bien que le Parti communiste et le Parti socialiste ne sont pas désireux de voir Mélenchon jouer le premier rôle. Bon, maintenant, il faut que Mélenchon accepte et il faut que les insoumis acceptent. Or, je vois naturellement dans la proximité de Jean-Luc Mélenchon des gens qui comptent bien lui donner sa place, y compris le rôle de Premier ministre éventuel si la France insoumise arrivait en numéro 2. Oui. Ce qui n'est pas exclu. Hein. C'est possible. C'est-à-dire, au fond, la gauche peut l'emporter sur ces législatives encore, là ? Non, je pense pas. C'est pas le favori. C'est pas la gauche n'est pas favorite, non, sûrement. Enfin, ils peuvent arriver au numéro. Ils peuvent arriver derrière, tout de suite derrière. Mais c'est autre chose. C'est une élection législative. Donc chaque personnalité est élue au suffrage majoritaire et non pas. C'est pas le vote à l'Assemblée européenne où c'est un scrutin différent. Mais dans ce scrutin-là. La personnalité de l'élu a quand même de l'importance. C'est-à-dire que les Républicains sont ancrés depuis longtemps, donc ils ont sans doute, ceux qui restent ont sans doute de bonnes raisons de rester encore. Mais il y a un facteur personnel, mais il y a aussi, est-ce qu'il y a une vague RN ou pas ? Le facteur personnel, on s'est aperçu dans les élections que dans ces cas-là, le facteur personnel souvent s'effaçait devant une vague. C'est ça qui est en train de se passer. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour le pays, c'est vraiment la première grande crise de la Ve République. Voilà. Parce que c'est la crise fondamentale. Et au fond, on s'aperçoit que tous les partis l'ont laissé faire. Ça fait longtemps. Que tout le monde est co-responsable, pas seulement Emmanuel Macron, de cette crise. Oui, je pense que, en effet, la gauche, en ne parlant jamais du régalien, ça le dérangeait, et en ne parlant jamais de l'insécurité, pas jamais, en minimisant l'insécurité, y compris maintenant. Il faut voir quand même le débat, rappelez-vous, le débat sur l'insécurité, sur la sécurité à l'Assemblée nationale, le dernier débat, où effectivement les Républicains poussaient des amendements qu'ils savaient ne pas pouvoir être acceptés par le Conseil constitutionnel, tandis que l'extrême gauche
trouvé qu'on perdait son temps à parler de l'insécurité, qu'on aurait bien fait de parler d'autre chose. Bon, on a vu quand même à quel point le débat sur l'insécurité, même si on le dit moins, mobilise profondément chacun des camps. Oui. Et et la gauche a laissé passer sa chance. La preuve, c'est pas un hasard si tout l'électorat ouvrier est passé de la gauche au républicain, au gaullisme pendant un certain temps, hein, et après est passé au Front National. C'est parce qu'ils se sentent effectivement un peu à l'écart d'un monde dont ils sont peut-être les perdants, ça c'est sûr. Oui, on se dit qu'Emmanuel Macron n'avait peut-être pas le choix et qu'il ne pourrait pas, et qu'il risquait une motion de censure. Oui, moi je me suis Et dit que- ça le soir. Et que de toute façon, c'était perdu après les Jeux Olympiques. Dimanche soir, je me suis dit, après tout, il prend les devants. Parce que sinon, il sait qu'il peut avoir une motion de censure à l'automne. Il sait qu'il a un budget très difficile à faire passer, qui est passé uniquement par 49.3 l'année dernière. C'est difficile de recommencer. C'est difficile de recommencer. Donc on voit très bien. Il s'est dit, bon, ben, il faut prendre les devants et après tout, pourquoi ne ferait-on pas tout de suite ce qui se fera automatiquement en septembre, octobre? Simplement, le temps de la réflexion manque un peu. Alors c'est l'exemple espagnol, il a choisi l'exemple espagnol, c'est-à-dire un Premier ministre battu qui immédiatement fait des élections, et les élections montrent une fragilité, mais enfin le sauvent. C'est un exemple, mais les Français n'ont peut-être pas le temps de réfléchir en 3 semaines et à changer leur vote en 3 semaines, vous voyez. Oui. Ça me paraît quand même un pari audacieux. Oui. Est-ce qu'il y a une dimension plus personnelle chez Emmanuel Macron? Peut-être un sentiment d'ingratitude ou un sentiment d'agacement vis-à-vis de cette majorité impossible. Il a parlé de l'Assemblée nationale, du spectacle donné à l'Assemblée nationale. Ben, ça, c'est vrai qu'on ne peut pas se réjouir du spectacle donné par la France insoumise systématiquement à l'Assemblée nationale. Personne ne peut s'en réjouir. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, ils ont beaucoup aidé le Front National, le Rassemblement National, qui sont apparus comme un groupe uni, qui n'ont pas fait trop d'arrêts de séance, qui n'ont pas fait de démonstrations incroyables, qui n'ont pas brandi de drapeaux israéliens ou palestiniens. Donc ils ont en quelque sorte, la France insoumise a en quelque sorte fait des députés du Front National, du Mouvement National, un groupe homogène, discret et finalement peu remuant. Et ça les a beaucoup servis, parce que ça, là aussi, ça les a dédiabolisés. Là aussi, on a eu affaire à un groupe qui était correctement habillé et correctement représenté. Oui. Je crois que le rôle de la France insoumise a été tout à fait capital dans tout ça. Et il a contribué à désagréger la gauche, tout en disant qu'il l'agrégait. Mais non, on voit bien qu'il y a des tendances différentes. Et il a contribué à faire du Parlement une représentation difficile du pays, quand même. Quand je dis difficile, je dirais même pas digne du pays. Alors, en cas de cohabitation, vous avez connu bien sûr des cohabitations, on parlait de François Mitterrand, ce sera peut-être l'objet de votre prochain livre, Michel Cotta. Là, c'est la différence, c'est que François Mitterrand, à chaque fois, pouvait se représenter après cette cohabitation. Là, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter après une éventuelle cohabitation. Comment on peut envisager ça? Est-ce que c'est du temps perdu pour le pays? Est-ce que c'est une cohabitation, ça marche? Une cohabitation, généralement, au début, ça fait plaisir à tout le monde, ça fait plaisir aux Français. Ils sont presque rassurés. Ils se disent, un à gauche, un à droite, ça va très bien, ça s'équilibre. Et puis, ils s'aperçoivent que souvent, ça ne s'équilibre pas, ça se paralyse. Donc, il faut voir si cette cohabitation est de nature à paralyser ou l'action du président ou l'action du Parlement. Ça, on n'en sait encore rien, ça dépend. Oui. Ça nécessite une entente entre le président et son Premier ministre. Ça nécessiterait que, par exemple, si c'est Jordan Bardella, et qu'il puisse y avoir une collaboration entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella? Ça veut dire, dans tous les cas de figure, toutes les cohabitations se sont traduites par une grande correction apparente, en tout cas, entre le Premier ministre
et le président de la République. Il est évident que si les deux apparaissent comme se battant comme des chiffonniers, ça ne marchera pas. Donc il faut quand même un minimum de volonté démocratique que ça marche. Maintenant, tout est possible, y compris une éventuelle... vous vous rappelez que Jacques Chirac, lorsqu'il a été Premier ministre de François Mitterrand a refusé ses premières propositions et Jacques Chirac les a fait passer par ordonnance. Bon, il est évident que si Jacques Chirac, à ce moment-là, avait dit « Non, je ne veux pas cohabiter avec ce président qui n'accepte pas mes textes, je ne veux pas », alors il y aurait eu une bataille et il y aurait eu forcément une démission du président, puisqu'il ne peut plus y avoir. Oui. Donc ça pourrait dire que si Jordan Bardella ne peut pas appliquer sa politique, s'il était à Matignon, il pourrait forcer à une démission du président de la République. On pourrait aller vers une crise comme ça. C'est toujours une possibilité. C'est toujours une possibilité. Ou alors, je ne vois pas quelle autre possibilité offrirait la Ve République, sauf quand même un ressaisissement des députés devant le désordre prononcé, parce que je vous signale quand même, il y a des guerres partout, l'Europe est menacée partout, et quand même, il faut quand même qu'il y ait des gens à la barre de l'Europe qui sachent où ils veulent aller, et si possible, y aller ensemble. S'ils y vont, chacun ne peut pas avoir son chemin. Le président en disant oui à l'Ukraine et par exemple Bardella disant le contraire. Bon, ce serait très très difficile. Hein. Donc on est vraiment dans le pire des cas prévus sous la Ve République. Et vous dites la Ve République peut ne pas s'en remettre ? Ça, elle s'est déjà remise de la cohabitation. Vous vous rappelez que Raymond Barre, par exemple, disait que la Ve République ne marcherait pas avec la cohabitation. Je crois qu'il avait tort. Il a fait, d'ailleurs, la démonstration en a été faite, mais parce qu'il y avait une majorité, absolue à un parti. Je ne sais pas ce que devient la Ve République dans le cadre où il n'y a pas de majorité absolue et où la France est divisée en trois tiers, comme c'est sans doute le cas. France ingouvernable, au fond. Aujourd'hui, plus que jamais. Il faudrait bien, oui, plus que... Enfin, attendons les élections, on peut préjuger de rien. Simplement, oui, décidément, la France est très, très difficile à gouverner. Et être président de la République en France, parce qu'au fond, on ne parle pas de ça, mais tous les sondeurs vous le disent, en réalité, c'est la personnalité d'Emmanuel Macron qui est refusé, parce que c'est le premier de classe, parce qu'il a semblé donner trop de leçons, alors qu'on le voit plutôt sur les écrans en train d'embrasser tout le monde comme dimanche avant les élections. Mais effectivement, il y a un problème qu'ont eu finalement tous les présidents de la République depuis Sarkozy. Je rappelle qu'il y a eu Sarkozy n'a pas été réélu, François Hollande n'a pas pu se représenter. Quant à Jacques Chirac, il a eu des phases d'impopularité absolument extrêmes. Voilà. Est-ce qu'on peut encore être un chef d'État qui dure 5 ans en France aujourd'hui sans déchaîner toutes les colères, parce que tous les mécontentements. Et il faut dire que dans cette constitution où le président de la République est la clé de voûte, tout remonte à lui en réalité. Et on voit bien que le Premier ministre n'arrive pas à contenir cette montée. Ça veut dire que tous les mécontentements se portent sur le président. Et c'est peut-être ça qui sera en cause dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, Michel Cotta. C'est passionnant. Vous écouterez des heures. Hein. Ma République, hein, ma Ve République, c'était le titre de... Vous voyez, regardez la couverture comme ça, avec cette photo incroyable du général. C'était un temps où il y avait une République. Oui. Voilà, ma 5e audition bouquin de Michel Cotta. Merci beaucoup, Michel Cotta, d'avoir été notre invité. Merci à vous. Il y aurait bien d'autres choses à dire, évidemment.